La présentation de Christophe est extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si ça peut s'appeler Métropole du Nord, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Alors, moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, parce que bon, il faut un peu enclencher la discussion. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, sur deux choses, sur la question du temps long, qui est en fait pas forcément le temps des structures d'agence, mais qui est plutôt le temps de la recherche. Et donc, en fait, le travail que toi, tu as, et que certains d'entre nous, dont Nicolas, nous-mêmes, alors peut-être un peu moins Guillaume, mais on en parlera, ou un peu moins Pierre aussi, sur la question des projets urbains, qui peuvent être effectivement un point d'entrée pour la recherche dans le cadre d'une activité professionnelle. Mais à mon sens, il n'y a pas forcément que ça là. Et puis il y en a d'autres, et il peut y en avoir d'autres, avec un travail sur la question des matériaux, je pense aussi. Alors là, quand je parle de la question des matériaux, je pense à Gilles Pérodin sur la question de la pierre, qui a quand même un travail très pertinent et depuis longtemps aussi sur ces éléments-là, qui a été enseignant aussi à l'école. Il y a aussi peut-être la question du travail sur une thématique liée à un projet. Donc, ça peut être la question des façades, la question des ambiances, la question du contrôle de l'énergie ou des apports solaires. Je pense que tout ça sont des questions qui interrogent et qui doivent interroger les architectes et qui peuvent être des éléments pertinents sur des questions de recherche. Alors, c'est bien évidemment un peu plus confortable, on va dire, sur la question des projets urbains que sur la question même du bâti, puisque la question du bâti, la problématique, c'est l'intensité et la courte durée sur lequel on doit, en gros, réaliser un projet. C'est-à-dire entre le concours, quand vous l'avez gagné, et la réalisation, bien sûr, le temps a l'air très long, des fois c'est 2 ans, 3 ans, mais en même temps, ce sont des temps très courts pour les phases de conception, les phases de réalisation étant, elles, un peu plus importantes, mais quand même, c'est des éléments un peu complexes à mettre en œuvre. Sur, peut-être, Nicolas, sur les questions des projets urbains. Oui, bonjour à tous. Je voulais rebondir sur ce que tu évoquais sur la question du temps, notamment sur le bâti. Parce qu'on parle très souvent du temps, on considère le temps du bâti du moment du concours jusqu'au moment de la livraison. Mais en fait, il y a tout le temps avant. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que le projet aussi a capacité à faire évoluer la programmation. Et ce temps qui est avant, en fait, aujourd'hui, il est un peu exclu de la manière de fabriquer le projet architectural. Et il est très organisé, très structuré, de manière très technocratique aussi, par rapport aux différents items. Et quelque part, il est très spécialisé aussi. Et il n'embrasse pas la totalité des critères, des disciplines qui participent de la résilience ou de la bonification de la fabrication du projet. Donc déjà, ça serait d'intégrer ce temps-là de manière plus transversale et plus partagée dans la fabrication du projet bâti. Après, c'est vrai que pour revenir au projet urbain, ce que tu disais, le projet urbain, il a cette qualité de se dérouler sur des durées entre 20 ans et 30 ans minimum. Donc c'est une chance pour les architectes, les urbanistes, de pouvoir justement, par nécessité aussi, s'inscrire dans cette durée, faire évoluer la programmation, avec néanmoins un risque, parce que tout à l'heure tu parlais de modèle. Moi je pense qu'il n'y a pas forcément de modèle, parce que chaque situation, chaque contexte est différent. Ce risque, mais qu'on a éprouvé, qu'on éprouve encore en architecture et qui tend à venir aussi dans la fabrication du projet urbain, c'est la marginalisation, entre guillemets, de l'urbaniste ou de l'architecte par tout un tas de spécialistes qui en viennent à donner ou à souhaiter rendre à l'urbaniste ou à l'architecte plutôt, alors dans le meilleur des cas, un rôle de chef d'orchestre et d'organisateur, et dans le pire des cas, un rôle de designer, mais au sens péjoratif du terme, si je peux me permettre. Et que justement,
les questions d'actualité sur le comment est-ce qu'on fabrique le projet urbain, qui sont importantes, qui sont à la fois le sujet du gouvernement, pas de la gouvernance, mais du gouvernement du projet urbain, et la question je dirais, des dynamiques du projet urbain sont essentielles pour pouvoir inscrire la question de l'universalité, de la pensée, les réflexions pas forcément utilitaristes, hein, qui sont des raccourcis auxquels on est tous confrontés. Et je trouve, et aussi tout ce qui est les questions de la smart city, de la ville de demain, etc. Et il y a un aspect dans la fabrication du projet urbain qui émerge depuis quelques années et qui commence à être galvaudé aussi récemment, c'est la question de l'urbanisme transitoire, que je trouve intéressante, dans le sens où ça questionne comment est-ce qu'on peut fabriquer un projet urbain pour l'inscrire dans une durée longue, en acceptant le fait que la programmation est évolutive, et donc ça veut dire que la programmation elle-même elle est réinterrogée avec un apport et un input de tout un tas d'acteurs. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui mêle forcément aussi la recherche. On le voit alors de manière peut-être un peu caricaturale avec l'intervention d'acteurs économiques privés qui travaillent sur la Smart City, sur différentes thématiques, mais je pense que ça, c'est un peu l'âge 2 ou l'âge 3 du projet urbain qui est en train d'émerger depuis quelques années, et sur laquelle il faudrait pouvoir rebondir justement pour davantage associer la recherche de manière transversale entre toutes ces compétences. Non, c'est vrai que, alors, par rapport à ce que tu disais, Jacques, c'est vrai que moi, j'ai présenté là ce travail sur le projet urbain, mais il est évidemment il est vraiment valable sur différents aspects de la discipline. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans le travail sur un matériau, il y a forcément l'idée de récurrence. Et on se retrouve finalement dans la même situation, comment créer les conditions de l'architecture ? Comment on va pouvoir se dire que cette question de récurrence, travailler avec un matériau, avec une recherche un peu au long cours sur l'évolution, sur ses capacités, de manière transversale, comment l'architecte peut arriver à faire qu'il faille absolument construire en pierre, référence à notre confrère. Alors ensuite, par rapport à ces questions sur le temps, alors c'est très factuel dans ma présentation, parce que je ne vais pas dans le cas de la manière dont on a traité les projets, mais c'est de se dire, par exemple, on a aujourd'hui un contrat sur un projet de renouvellement urbain d'une ville en périphérie de Lyon, voilà, aussi en dépression industrielle, etc. On sait qu'on a un contrat de 6 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se projeter avec des outils forcément pour fabriquer le projet, on a une dimension transitoire, etc. Mais on sait que sur ce temps de 6 ans, on peut développer une recherche spécifique. Et par exemple, sur ce projet, on a une dimension transitoire, mais on a aussi une question, on porte la question sur l'idée de cours communes en ville. Ça, régler cette question-là en 1 an, 2 ans, avec le fond qu'il faut, etc., aller chercher dans les différentes villes, dans les modes de fabrication du projet urbain, d'où ça vient, comment le transformer, etc., c'est impossible. On sait que par contre, sur ce temps-là, sur ce contrat qui nous a été donné dans le long terme, on a organisé quelque part la réflexion, les ressources, etc., pour pouvoir aboutir dans 3 ou 4 ans sur un règlement de comment partager un espace. C'est en cela où voilà, on avait les conditions de la recherche qui pouvaient être liées à celui du projet. Oui, non, juste moi, par rapport au projet urbain, il me semble que la question des projets urbains permet plus la recherche, à cause de la question du temps long, quoi, d'accord ? Elle permet plus aussi, peut-être, la question de l'intégration dans des structures d'agences, de contrats cifres, sur ces questions-là, justement, parce que quelqu'un va pouvoir travailler sur une longue durée sur ces éléments-là. Beaucoup plus difficilement
je dirais, sur le reste ou sur les matériaux. Alors, sauf s'il y a une récurrence de type Gilles Perrodin, ou alors quelqu'un a un contrat cifre et travaille, par exemple, sur la pierre pendant 3 ans. Mais ça, c'est une spécificité de Gilles Perrodin. Tout le monde n'a pas cette vocation, et c'est très compliqué aussi, enfin, il me semble, en tous les cas pour moi, c'est comme ça que je le ressens, en tant qu'architecte, de se dire, bon, je prends la pierre, et quel que soit le programme, je fais de la pierre, quoi. Et si tu veux, à un moment donné, il y a une incohérence là-dedans qui fait que je pense peut-être il faut passer au-delà de ça et voir ça différemment. Juste un petit point, moi, sur les contrats cifres, parce que quand j'étais directeur des études pendant 3 ans ici, en fait, on a fait pas mal de réunions avec des architectes et des agences d'archi. Tu étais venu une fois d'ailleurs, Nicolas, sur ces contrats-là, quoi. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement inconnu des agences, et il faut vraiment le marteler, arriver à ce que les gens comprennent. Par contre, c'est vrai que la question souvent qui ressort de ça, c'est OK, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le sujet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le sujet, en fait, dans les agences? Pourquoi, en fait, on le prendrait, et sur quel sujet? Alors, c'est vrai que des fois, on a la chance d'avoir un étudiant qui a un sujet, mais si c'est les structures d'agences qui doivent apporter les sujets, là, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est vraiment très... ça apporte rien, quoi, là-dessus. Ils n'arrivent pas, quoi. Ce que tu dis sans être vénal, ça touche aussi à la question du financement, entre guillemets, de la recherche. Alors c'est vrai que d'une et de deux, à l'articulation de ce qui est développé dans les écoles d'architecture avec le monde professionnel. Et comme on l'avait dit à l'occasion de ces réunions, c'est qu'il y a une fracture assez importante entre ce qui se passe dans la vie des agences de la même ville où se trouve l'école d'architecture, et en fait il n'y a pas assez de relations. Et nous, agences, on ne sait pas qui sort de l'école telle année, quelle est sa ligne de travail ou de réflexion, et comment est-ce qu'on peut valoriser ça. Donc ça, c'est pour les contrats cifres. Après, il y a un autre outil aussi, alors peut-être les chercheurs vont avoir les cheveux qui vont se hérisser sur la tête, mais qu'on utilise, nous, de temps en temps pour nous aider, en fait, à financer, entre guillemets, nos recherches qu'on ne sait pas financer avec des contrats, même des contrats de projets urbains qui sont sur 20 ans. C'est le crédit impôt recherche, où en fait, quand on s'aperçoit qu'on épuise nos fonds, nos ressources, etc., on sollicite l'État. Alors il y a plein de gens qui font appel à ça, on n'est pas très au courant non plus, c'est plutôt du côté industriel en général que c'est sollicité. Mais il y a beaucoup d'agences d'architecture, aussi d'urbanisme, qui sollicitent ce crédit d'impôt recherche auprès de l'État et qui financent ces recherches internes avec un crédit d'impôt. Alors jusqu'il n'y a pas longtemps, il ne fallait même pas monter de dossier, ça se faisait très facilement et c'était d'ailleurs assez un peu bizarre. Mais depuis quelques années, maintenant, il faut monter des dossiers sérieux, etc. Mais nous, on l'a fait, et c'est une aide importante dans le financement de cette recherche à développer au sein des agences. Et chacun peut le faire. Il y a des sociétés qui s'occupent de vous accompagner pour monter ça. Et donc ça existe aussi. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, l'économie financière de cette recherche, elle est très difficile à trouver. Et plus les durées de projet sont courtes, plus c'est compliqué en fait à intégrer. Ou alors on fait de la pierre à chaque projet, comme tu dis, pour valoriser ça. Alors juste pour la question du chiffre, j'en profite. Non, c'est vrai que tu as raison, il y a cette question de sujet. Les contrats cifres qu'on a pu faire à l'ENSAL, c'est avec des agences du patrimoine. Parce qu'il y a la question de la récurrence et des questions en fait qui vont intéresser évidemment les doctorants, mais c'est parce qu'on est aussi là dans un milieu très, très spécifique en termes de travaux, de sollicitations financières, etc. Et donc là, on a plusieurs qui fonctionnent plutôt très bien, et les agences du patrimoine lyonnaises en fait participent bien à ce système. Oui, peut-être du coup pour rebondir sur le temps court, qui est peut-être le temps où il y a le plus d'incompatibilité avec la recherche, quoi. Donc dans la pratique. C'est vrai que c'est un peu l'anti-dieu de la recherche, hein, le temps court, où en gros un projet c'est une chaîne de décision accumulée, quoi.
Et ces décisions, est-ce qu'elles appartiennent à la recherche? Souvent, elles sont instinctives. Souvent, c'est une sédimentation de l'expérience. Mais c'est vrai que la pratique sur le bâti, c'est quand même compliqué dès qu'on sort du matériau de dire on a une pratique de recherche. Alors, effectivement, c'est plutôt sur les méthodologies, quoi. Quelle méthodologie on pourrait appliquer, outils sur le projet, quoi. Ce matin, il était mis en avant qu'on sortait de l'époque des postures. On est dans l'époque de la concertation. C'est peut-être vers ces éléments-là qu'ils vont trouver. Est-ce qu'il ne faut pas réarmer des dispositifs narratifs, comment ça se construit, comment on refabrique du récit dans les projets, même si c'est des projets courts, mais comment on réarme des éléments de récit. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt effectivement sur les projets courts, donc le bâti, les petits ouvrages, où effectivement, dès qu'on sort de la question de la matérialité ou du matériau, on ne voit pas où va être le lieu de la recherche, puisque le temps court referme le sujet, quoi. Est-ce que c'est plutôt des outils développés sur le temps long? Du coup, pour rebondir ce que disait avec Nicolas, probablement dans une économie autofinancée. Donc c'est peut-être une recherche comme ça qui est sur le temps long d'outils qui s'accumulent. Est-ce qu'on peut dédier dans une structure quelqu'un qui va sérieusement réfléchir aux outils de projet? Oui, après la taille critique de la structure, évidemment, elle rentre en compte, quoi. Probablement que le dispositif de recherche est là, et plutôt dans les outils développés par les architectes pour fabriquer effectivement les projets dont on parlait ce matin, quoi. Pour peut-être contrecarrer ce qui était énoncé ce matin, de dire on est a priori les gens les plus disposés à fabriquer des projets. Quand on est entre nous, on trouve ça évident aux architectes de faire les projets. Et a priori, à peu près maintenant, le reste du monde pense que ça se fait sans nous. Donc, voilà. Donc peut-être qu'il faut quand même réarmer des dispositifs qui passent par l'outil pour montrer qu'il y a quand même des outils dans la pratique du quotidien qui amènent une plus-value, qui décrochent effectivement de la génération de la posture. La posture, c'est sûr que c'est un peu l'anti-recherche, puisque c'est un système par adhésion, qui n'est pas du tout un système par réflexion, quoi. Donc c'est sûr que sur ce segment de où est la recherche dans la pratique du quotidien hors du matériau, il est peut-être là, quoi. Et après, on va dire le pendant de Perrodin, c'est peut-être, on va dire, Ricciotti, quoi, sur le matériau. Mais là, on voit bien que c'est pareil, il est quand même très sévèrement armé avec le système industriel français, ce qui est légitime. Mais quelle est la place de Ricciotti, par exemple, dans les bétons fibrés ultra haute performance, quoi? En fait, le travail de recherche, il est fait depuis très longtemps avant lui. Eux, ils sont dans une mise en application finale dans le cadre d'ouvrages accueillant du public. Mais finalement, le travail de recherche, il n'est pas du tout armé par Rudy Ricciotti, quoi. Ouais. Pierre, tu veux un peu ton expérience? Non, je ne suis pas là. Ouais, moi, je vais vous parler de mon parcours, de ma recherche et de mon parcours. Alors ça commence, au départ, je voulais être ingénieur. Et puis, j'ai fait une rencontre, on a tous fait des rencontres pour être architecte. Et cette rencontre était extraordinaire, parce que j'ai rencontré un tracteur. Et ce tracteur m'a transformé, et je suis devenu paraplégique, quoi. Donc, je suis déplacé en fauteuil roulant. Donc, à partir de là, donc après, je suis rentré à l'école d'archi. Et cette transformation est allée très loin, parce que dès le début, je mis toute ma réflexion à changer ou à faire évoluer la situation des personnes handicapées. Et alors, comme vous, je suis sensible aux émotions, parce que nos bâtiments nous interrogent, et la première chose que l'on fait lorsqu'on a une nouvelle architecture, que l'on visite, que l'on rencontre, on est submergé par une émotion. Mais en plus, j'ai une vision qui est complètement décalée de la vôtre, parce que de suite, je vais m'intéresser au côté fonctionnel et au confort d'usage. Et ce côté-là m'a permis de pousser cette réflexion sur des points particuliers. Je vais vous prendre un exemple. On vient de finir un projet et on recherchait, on avait été retenu parce qu'on avait une spécialité sur l'accessibilité et l'adaptation. Notre projet est conforme. Donc on a le label Socotec, on a tous les agréments, mais à la fin apparaît, alors on n'y avait pas du tout pensé, la question de l'handicap cognitif. Donc comment, la question nous est posée maintenant, et on doit modifier notre projet et l'adapter, parce qu'on n'a pas pensé que les personnes qui ont des troubles mentaux, pas sensoriels, hein, mentaux, peuvent avoir des accidents. Donc on doit anticiper cette situation d'accident. Donc comment on peut s'inscrire et aller vers des projets de plus en plus fins, de plus en plus aboutis,
Et même si on est spécialisé, on ne va pas jusqu'au bout. Hein, il manque toujours quelque chose. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué. Parce que moi, je vous écoute depuis ce matin. Et comment on peut arriver à des projets de plus en plus aboutis dans tous les points. Ça devient hyper pointu. C'est quand même pas simple de pouvoir répondre à la fonctionnalité, à l'émotion et aux particularités des uns et des autres. Et le matériau humain, on parlait de matériaux, le matériau humain est différent. Le Corbusier nous a tous mis à 1,83 m. Bon, pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Mais il a oublié qu'on pouvait, qu'on pouvait être enfant, qu'on pouvait être âgé, qu'on pouvait être handicapé, qu'on pouvait avoir un handicap temporaire. Et à partir de là, on n'a pas les mêmes perceptions et on ne vit pas notre environnement de la même manière. Et alors, bon, et puis là, je vais vous montrer un exemple de recherche. C'est la recherche de ma vie, évidemment, que j'ai laissé tomber parce que sinon je devenais fou. Et ouais, merci Elodie. Donc, j'ai imaginé un fauteuil roulant, évidemment, et il y a très longtemps. Donc, j'étais étudiant quand j'ai mis au point ce projet. Donc, il y a des images exposées dans le pavillon des 50 ans. Et l'idée, c'était, à l'époque, quand j'ai eu mon accident, les fauteuils roulants pesaient 22 kg. Hein, donc c'était des fauteuils en acier, et il fallait qu'on prenne la voiture avec un fauteuil roulant en un seul morceau, et que l'on rentrait dans sa voiture, donc il fallait soulever 22 kg. Aujourd'hui, je suis assis sur un fauteuil qui fait 4 kg. Hein, j'en parlais avec Jacques l'autre jour, je disais ne m'appuie pas sur l'épaule, je peux tomber en arrière. C'est vrai, hein, donc il est tellement léger que si on vient juste perturber un petit peu l'équilibre, le centre de gravité change et on tombe. Donc aujourd'hui, le matériel a évolué. Et ce fauteuil-là, ben, si je n'avais pas été architecte, je n'aurais jamais mis au point. Donc la recherche en architecture existe, parce que, enfin existe, on le sait, hein, c'est pas ça la question, mais c'est notre formation d'architecte qui fait qu'on peut aller à l'essentiel et retenir ce qui est essentiel quand on se pose la question. Donc là, la question, c'était de faire un fauteuil qui se plie, qui se démonte et qui se range dans les roues. Donc il se démonte en 4 éléments. Hein, donc là, il est un peu lourd, je ne vais pas le faire. Il se range, vous me faites confiance, il se range dans les roues. Mais c'est le premier véhicule où il n'y a pas de châssis. Parce que jusqu'à maintenant, tous les véhicules ont des châssis. Hein, donc une voiture, c'est un châssis, on pose les éléments dessus. Les voitures ont évolué, donc c'est les châssis coques, hein, c'est l'ensemble, c'est la carrosserie, on a optimisé, et puis on vient remettre des éléments dessus. Mais là, il n'y a pas de châssis, là, il y a 4 morceaux, et la difficulté, ça a été de rendre ces 4 morceaux solides et rigides. Parce que si ce n'est pas rigide, dès que vous allez pousser dans sur un élément, l'énergie se perd dans les articulations et n'arrive pas au sol. Et donc ça, c'était un gros travail de recherche et de transfert de technologie. Parce que la technologie que j'ai empruntée ailleurs, sur les roues, il m'a fallu l'adapter au fauteuil roulant. Donc le premier à l'avoir mis au point, c'était Franco Sbarro avec une moto dans les années 90, 1990 plus précisément, 89 d'ailleurs. Et il avait fait une moto et une voiture avec une roue évidée. Et il avait un problème de frottement. Et lui, il l'a compensé en mettant des joints à lèvres sur ses roulements. Et le frottement, il s'en fichait. Donc il arrivait à faire tourner sa roue. Donc moi, mes premières roues, il y avait des problèmes de frottement, j'avais des joints à lèvres et les roues ne tournaient pas. Donc les premières roues que j'ai montées, ça ne marchait pas. Ensuite, j'ai fait d'autres roues. J'ai essayé des roues en matière plastique aussi, parce qu'on était persuadé que ça marchait. Et puis quand je me suis assis sur le fauteuil, j'avais des billes plein le bureau. Ça s'était déformé. Et ensuite, on a continué à mettre au point le système, on a trouvé d'autres matériaux, et on est arrivé à faire un roulement qui est acceptable, qui pourrait fonctionner. Et donc, j'avais fait aussi un prototype en fibre de carbone, puis pour me coller à la question du matériau, un prototype en fibre de carbone, mais à l'époque c'était très coûteux et on a basculé sur l'aluminium. Et puis entre-temps, d'autres fauteuils plus performants sont sortis.
Moi, j'ai eu des aides, des sponsors privés, publics, j'ai eu des aides publiques, des sponsors et tout, mais il a fallu que j'arrête parce que sinon je me ruinais complètement. Donc, parce que vous avez les sponsors à hauteur de 50%, vous rajoutez les autres 50%, et puis finalement, c'est l'argent de la famille qui y passe, quoi. Donc, il a fallu que je m'assagisse, mais je vais le reprendre, le projet, et je vais l'aboutir maintenant parce qu'un projet, ça s'inscrit dans le temps. Hein, vous parliez de 18 ans, 20 ans, moi ça va faire beaucoup plus. Et le fauteuil est toujours, il est intemporel, parce que le design n'a pas changé, et il n'a pas changé pourquoi, ou il n'a pas vieilli, pourquoi il dure dans le temps, parce qu'il était pensé, les profilés sont pensés pour pouvoir être manipulés par des personnes tétraplégiques qui n'ont pratiquement pas de force dans la main, qui ne peuvent pas fermer la main et qui vont juste avoir une main mécanique et la fermer. Donc, dans nos projets, je crois que la recherche, c'est aussi s'intéresser aux détails, pousser le détail, et plus on va pousser le détail, plus on va avoir des projets ou des réponses qui vont nous permettre d'être dans le juste. Et c'est ce juste qu'on doit chercher, et ce juste ne vieillit pas, ce juste est intemporel. Alors, la démonstration est facile à faire sur du mobilier et sur des équipements comme ça. Sur l'architecture, ce sont les architectures qui durent aussi. Ce sont les architectures. Voilà. Donc, voilà. C'est bon? Je conclue. Non, je crois que sur le fauteuil, je vous ai tout dit. Voilà. Et puis pour la petite histoire aussi, vous voyez, quand je suis sorti de l'école, j'avais mis au point une note Je m'étais rendu compte qu'ici, on ne parlait pas d'accessibilité à l'époque. Et je ne comprenais pas que dans une école d'architecture, on ne parle pas d'accessibilité, on ne parle pas des usagers, quoi. C'était pas normal. Donc, à l'époque, il y avait Georges Frêche, qui était maire de Montpellier. Et lorsque j'étais architecte, je suis sorti, et j'avais mis au point une notice technique d'accessibilité que tous les architectes connaissent. Parce que c'est moi qui l'ai inventé, et c'est Georges Frêche qui l'a expérimenté à Montpellier, et on a... oui, c'est moi. Et j'en souffre également, parce que je me fais refuser des permis, moi aussi. Donc croyez pas que je suis l'arroseur arrosé, là aussi. Hein. Donc, et puis à l'époque, bon, je l'avais présenté à Michel Gilibert, qui était conseiller technique de Mitterrand à l'époque, et c'est à ce moment-là que la notice technique d'accessibilité est devenue obligatoire pour tous les dépôts de permis. Au départ, c'était les ERP, aujourd'hui c'est le logement collectif et tout. Et ben oui, mais ça vous a permis de comprendre la réglementation. Parce que la réglementation, personne ne la comprenait. Bon, aujourd'hui, avec l'informatique, c'est plus facile de caler un bâtiment. On a des relevés topo très précis et on arrive à caler précisément nos projets. À l'époque, c'était pas compliqué. Le projet était dessiné à la main. Il y avait un plan, il y avait des étages types même parfois. Donc, c'était collé sur le terrain. Et puis à la fin, on faisait 4 marches devant. Hein, c'était le joint. Quoi. On faisait des marches et on reliait le bâtiment au sol. Et avec ces 4 marches, on ne passait pas. Et alors, moi, je râlais parce que je rentre. Alors, il n'y avait qu'un local qui était accessible, c'était le local poubelle, c'était toujours accessible, parce que les poubelles avaient des roulettes, et donc je rentrais toujours dans les immeubles par le local poubelle. Donc, bon, après, il y a eu les supermarchés, ça a été pour nous un progrès énorme. Les supermarchés, pour nous, c'était un royaume extraordinaire. C'était accessible, ce n'était pas fait pour nous, c'était fait pour les caddies. Donc voilà, mais jamais ça a été fait pour nous au départ. Et si je peux faire une conclusion, parce que je ne veux pas trop vous ennuyer avec mes difficultés de mobilité, quoi. C'est que ce qui est fait pour si on prend des situations extrêmes de mobilité, ben ça profite à tout le monde. Et dans l'aménagement urbain, dans l'architecture, c'est essentiel de s'intéresser aussi à ces situations extrêmes. Tout à l'heure, je parlais d'handicap cognitif. Jusqu'à maintenant, je ne m'y étais pas intéressé. Je m'étais intéressé aux formes, je m'étais intéressé aux matériaux, aux couleurs, pour pas que ce soit agressif. Mais je ne me suis jamais posé la question que ces personnes pouvaient générer des risques d'accident, même si on était dans le cadre de la réglementation. Voilà.
On rebondit. Ce que tu viens de dire, ça m'amène à rebondir sur la question des usages. Parce que là, tu as tout ton parcours, ton expérience, tes recherches, elles sont basées sur l'usage. Et c'est quelque chose, alors qu'en architecture, on aborde peut-être un peu trop, des fois, sous la question de la gestion de par les contraintes de programmation, qu'on aborde peut-être un peu différemment dans le cadre du projet urbain, parce qu'on est sur un temps long et il a eu une multiplicité d'acteurs, mais qui est importante et qui est aussi révélée aujourd'hui par toute cette démocratie citoyenne, participative, etc. Donc ça peut être aussi, comme tu le disais, un moyen de répondre à ça, mais il y a aussi un volet recherche dans les usages qui est intéressant et qu'on valorise pas forcément. Il y a un ensemble de start-up, aujourd'hui dans toutes les métropoles, il y a des French Tech ou des équivalents, avec des start-up qui travaillent sur des projets ciblés qui sont quand même très utilitaristes, entre guillemets, même si c'est de la prospection, et qui pourraient aussi participer de la co-construction, de la co-élaboration des projets urbains ou des projets architecturaux ou de design, et qui serait intéressant de pouvoir solliciter. Donc là, on touche encore une nouvelle fois cette fracture qu'il y a entre le monde de la conception, de la production, et le monde peut-être industriel ou de la réflexion prospective sur la fabrication des choses. Et je pense que c'est à la fois dans le design, dans l'architecture, la production de la ville, la fabrication de la ville, il y a cette nécessité d'élargir le spectre des acteurs, la transversalité, les acteurs économiques, on voit bien aussi aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus importants, les grands acteurs économiques dans la fabrication de tout, soit via des sponsoring ou des fondations, etc. Donc ça nécessite de sortir un peu du cadre conventionnel académique dans lequel on est. Alors ça comporte aussi, c'est vrai, un certain niveau de risque pour l'architecte tel qu'on le connaît, mais peut-être que c'est aussi une chance quelque part. Il faut savoir y réfléchir et le construire comme ça. Oui, peut-être. Non, juste donc, pour essayer de rebondir aussi sur ces questions de projet ou urbain, mais plutôt de recherche dans les agences d'architecture. C'est vrai que la question peut-être on parlait tout à l'heure de la question des matériaux. Bon, bien sûr, tu viens de parler de la question des usages, la question du projet urbain, mais peut-être que la question liée à des spécificités, alors pas celle de Pierre, mais la question du handicap peut être effectivement des lieux et des éléments qui permettent d'avoir des recherches dans les agences. C'est vrai que là, la question, tout à l'heure on parlait de la pierre avec Gilles Pérodin, et on ne va pas faire tous les projets en pierre. Par contre, la question de l'handicap ou la question de l'accessibilité, elle touche tous les projets. Donc ça, effectivement, c'est peut-être des choses que l'on doit porter ou sur lesquelles on peut avoir une recherche dans les agences. Parce que effectivement, là, on est sur un temps beaucoup plus long, et en fait, ça touche tout, y compris l'espace public, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi le bâti ou les projets urbains. Mais au-delà de ça, peut-être que la question de la mobilité aussi est peut-être un sujet que les agences d'archi ou les maîtres d'œuvre au sens très large doivent se saisir sur ces questions-là, sur les questions des déplacements. Peut-être que là aussi, la question des contrats cifres peut arriver, et ça peut être aussi un travail là-dessus. Alors, bien évidemment, peut-être que ce n'est pas lié à une commande, mais peut-être c'est lié à un sujet propre à une agence ou personnel à une agence. C'est vrai que sur ces questions-là, on peut se poser, il peut arriver ces éléments-là, Sur la fabrication du logement, je crois que c'était dans les années 30 ou 40, il y avait ce modèle de la cuisine de Francfort, qui était une révolution, en fait, dans la manière d'organiser la cuisine. Cuisine de Francfort, oui.
C'est un modèle. Alors c'est une articulation de design, d'architecture liée à la fonctionnalité de ce moment de fabriquer la cuisine. Mais c'est un truc, c'est absolument génial. Et depuis ce temps-là, dans la conception du logement, on n'a quasiment pas évolué, quoi. Et là, il y a un vrai sujet quand même, alors qu'aujourd'hui, on vit de manière complètement différente. Je dirais les Asiatiques sont un peu plus en avance que nous sur ce sujet-là, même si c'est sur la base d'un modèle plus ancien. Donc aujourd'hui, sur la conception même du logement, moi je pense que les agences d'architecture qui fabriquent du logement, et il y a des choses à faire. Alors, c'est vrai qu'on est confronté à tout un tas de canevas, de choses qui sont toujours calées sur le plus petit dénominateur commun, hein. Mais il y a des choses à faire. Et ça peut se faire dans le cadre d'une agence, avec une antenne laboratoire ou pas, avec un CIFRE, un contrat, un crédit impôt recherche ou autre, pour faire évoluer ce qu'on... Aujourd'hui, on a perdu 30% de surface par rapport au 1970, mais sinon, c'est toujours... ou 1960, mais sinon, c'est toujours pareil, hein. En fait, ce que tu nous as présenté tout à l'heure sur les questions, alors je ne sais pas comment tu le prononces, IBAL, hein, en fait, il n'existe pas de modèle identique ailleurs qu'en Allemagne. Ça existe, ce type d'expérience ailleurs? Alors, c'est un modèle qu'on essaye. Il y a beaucoup d'aménageurs en France qui se réclament, qui ont étudié ce système. La problématique, elle est de l'ordre de la gouvernance, et c'est pour ça que ça fonctionne si bien, c'est Aufstellung, c'est que la personne publique accepte de déléguer quelque part l'éditorial thématique et la stratégie urbaine à un tiers. Et moi, dans toutes mes recherches que j'ai faites sur ces systèmes, je suis allé toutes les voir, alors, les sites et puis aussi les organisateurs des plus récentes. En ce moment, l'IBA qui est en cours, elle est assez intéressante. C'est encore une trinationale, hein. Celle de Bâle, c'est une IBA trinationale entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Et là, il y a des choses incroyables qui sont en train de se faire. C'est les premiers. Ils sont en train de mettre en place. Il y a 2 tramways trinationaux. Et donc voilà, il y a des choses en termes d'organisation spatiale qui sont intéressantes. Et la problématique qu'on rencontre, par exemple, quand on a monté, je faisais partie du laboratoire des universités de l'Interbauststellung de Bâle, la première réunion, c'est donc la ville de Bâle délègue en fait à cette organisation tiers l'organisation de cette exposition sur 10 ans sur le territoire. Première question, on va demander aux acteurs de venir. Donc, tous les maires allemands sont venus. Tous les acteurs suisses sont venus. On était dans la grande salle qui était prévue à cet effet, à côté de l'agence d'Herzog et de Meuron à Bâle. Et il y a eu uniquement côté français un adjoint à l'urbanisme de la ville de Saint-Louis qui s'est intéressé. Et ensuite, alors nous, on a travaillé avec les étudiants. Le contrat que nous avait donné l'Interbauststellung de Bâle, c'est de convaincre des maires français de participer de ce travail commun à grande échelle d'urbanisme. Et donc on a travaillé pendant 1 an et on a convaincu une ville de ce 3e couronne qui s'appelle Bartenheim. Donc je suis allé avec 50 étudiants, on a fait des projets sur place, etc. On leur a fait rencontrer les chercheurs. Et à la fin, ils ont signé le contrat. Donc il y a des choses intéressantes aussi dans les écoles, hein, et c'est ça qui est bien aussi, je trouve, avec la manière dont ils l'organisent, c'est que il y a besoin d'avoir cet intermédiaire entre le très opérationnel et puis le système théorique. Alors ça va même très loin sur Bâle, par exemple, puisqu'ils ont un comité scientifique, comme un laboratoire, on va dire, enfin, voilà, donc, dans lequel il y a forcément les grands architectes bâlois, mais il y a aussi des philosophes, etc. Ils ont le laboratoire des universités, et puis ils ont des cellules travaux, en fait, qui à la fin, une fois qu'on a fait ce passage-là, voilà. Donc il y a beaucoup de projets urbains français qui se réclament de ce système. On a voulu faire un peu le Grand Paris, voilà. Sauf que, en fait, les politiques français n'ont pas voulu déléguer à un organisme, on va dire, non étatique
et non lié à, on va dire, enfin, voilà, non lié aux intérêts politiques, ce système. Là-dessus, est-ce que sur les modèles, est-ce que par exemple, en Allemagne, les Baugruppe, tout ça, c'est en fait des dérivés de ces actions-là, qui aussi, pour répondre à la question de Nicolas, dire, finalement, ils règlent le logement, pas en mettant la promotion de côté, mais par regroupement de citoyens. Pour ceux qui connaissent un peu Berlin, les Baugruppe, c'est Kreuzberg, la moitié de l'Interbaustellung de 87, la moitié se passe avec, on invite tous les architectes du postmodernisme. Enfin, Peter Cook a fait le premier bâtiment de Peter Cook, c'est un bâtiment dans le Tiergarten, sur Lutzowplatz à Berlin. Alors c'est complètement incroyable parce que on a Peter Cook, Mario Botta, Christian Porzenpark, tout ça est collé à un, enfin c'est les années 80. Mais l'autre côté très intéressant de cette Interbaustellung, c'est la question de la réhabilitation de Kreuzberg. Et là, en fait, on a inventé les architectes de bâtiments. Enfin, ils ont mis en place un système à ce moment-là extrêmement intéressant, où il y avait l'architecte d'îlot qui devait convaincre tous ceux qui habitaient souvent parce qu'ils étaient obligés, parce que vous savez, le principe en Allemagne dans les années 70, soit vous étiez, soit vous faisiez le service militaire comme garçon, hein, soit on vous disait, soit c'est le service militaire, soit tu vas habiter pendant 2 ans à Berlin, payé par l'État. Donc voilà, il y avait beaucoup de jeunes qui habitaient. Donc à Berlin, il y avait les immigrés qui arrivaient parce qu'on disait vous voulez la carte, vous voulez le permis de séjour en Allemagne, comme il faut pour repeupler Berlin, c'est ok, mais c'est Berlin. C'est comme ça que Berlin est devenue la 2e ville en population turque au monde. Voilà, parce que c'était obligatoire, les jeunes alternatifs. Et donc il y avait les architectes d'îlots, c'était extrêmement intéressant, qui devaient coordonner des actions à faire dans les différents bâtiments. Et ensuite, il y avait un architecte de bâtiment qui habitait dans le bâtiment et qui, lui, organisait le Baugruppe. Il y a des choses très intéressantes qui ont été faites et qui sont vraiment développées sur ce principe. Ouais. Des questions? Est-ce que, pour interagir un peu avec la salle, c'est peut-être bien si vous avez quelques éléments. Il n'y en a pas. Non? Laurent? Non? Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'une piste, je reviens sur la transnationalité là, dans les expériences, est-ce que ce ne serait pas intéressant dans les agences justement de pouvoir bénéficier d'architectes qui viendraient de pays étrangers et de bénéficier d'un dispositif financier, économique qui permettrait justement ce brassage de culture et d'échange d'expériences qui pourrait constituer une sorte de recherche finalement au sein des agences mêmes. Alors je sais que ces architectes soient des architectes peut-être pas encore diplômés ou jeunes diplômés ou qui a un statut peut-être un peu particulier qui permettrait cet accueil dans des structures françaises, mais peut-être que ça existe déjà. Je me retourne vers Jacques. Est-ce que vous avez beaucoup de stages Erasmus ? Parce qu'en fait, je pense que là, il y a un sujet. Moi, j'ai accueilli une jeune Espagnole avec un sujet de recherche de Las Palmas. Enfin, voilà, il y avait cette question-là. On en avait discuté. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, puisque du coup, c'est Erasmus. Il y a l'aide quelque part. Bon, ça va évoluer, hein. Mais ça peut vraiment être peut motiver. Alors ça nécessite quelque chose de complexe dans les écoles parce que soit on est sur des stages longs, soit on est dans des années de césure. Voilà. Donc pour trouver un moyen d'articuler avec ce système-là. Alors nous sur le HMO, on a beaucoup d'HMO à l'étranger. On arrive à avoir pas mal d'HMO soit qu'ils font à l'étranger, soit qu'on reçoit des HMO dans les agences lyonnaises. Mais par contre, on n'a pas de système de financement. Pour répondre à ta question, Laurent, nous, on a eu une demande d'une étudiante grecque qui a fait son diplôme et son mémoire et qui doit passer, alors je ne sais pas s'ils ont, je pense qu'ils ont un équivalent HMO aussi là-bas, et qui souhaite faire un stage long en France de 6 ou 8 mois et qui reçoit une bourse Erasmus pour ça.
je ne sais pas exactement les détails administratifs de la construction du sujet, mais apparemment ça a l'air d'être possible, au moins dans le sens vers la France. Après, j'imagine que comme c'est... Ouais. Voilà, donc ça, j'imagine qu'en allant voir sur le site d'Erasmus, tu dois voir comment ça fonctionne. On n'a pas de temps dans nos études. Sur ce fonctionnement-là, enfin, pour répondre à la question, en fait, Erasmus attribue des bourses, un nombre de bourses, il calcule un nombre de bourses par rapport à un montant, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, donc nous, sur nos étudiants qui peuvent partir en Erasmus, on doit être sur entre 7 et 8 bourses pour l'ensemble de l'école. Donc, et c'est essentiellement réservé au master. Et en licence, on a basculé plutôt ça en master. Par contre, on n'a pas de vision de gens qui peuvent venir faire des stages. D'abord, l'école n'en accueille pas, ça c'est clair, quoi. Par contre, on n'a pas de statistiques sur les agences d'archi qui pourraient accueillir des étudiants avec des bourses Erasmus venant d'autres pays, que ce soit d'Allemagne, Grèce ou autre. Ça, on n'a absolument pas de vision sur ce point-là, quoi. Mais bon, je ne pense pas que ce soit, j'allais dire, ces bourses qui fabriquent de la recherche. Moi, je crois que dans les agences... C'est trouver un dispositif qui permettrait d'accueillir un architecte étranger, pour le coup, qui permettrait de fabriquer une recherche un peu différente. L'apport de l'architecte de nationalité étrangère pourrait être un plus pour une recherche à l'intérieur d'une agence. Moi, je pense que... Vas-y. Mais en fait, nous avons Pierre-Simon dans l'archive de Québec. Alors, donc, on reçoit bien sûr des étudiants un peu partout en France. J'enseigne principalement la 3e année, en fait, qui correspond à la 4e, ici plus ou moins. Donc, on a un statut particulier. Dans cette année-là, la majorité de nos étudiants ne sont pas québécois. Donc, c'est-à-dire nos étudiants sont partis à l'étranger. Donc, j'enseigne constamment à des Français, des Suisses, des Belges, des Allemands, des Tchèques, bon, mais c'est quand même, il faut le dire, principalement des échanges avec la France. Alors, donc, nombre d'entre eux vont rester pour faire des stages. Le nombre que j'ai depuis, je ne sais pas, je suis à l'école, alors il y en a qui vont pendant la période estivale, comme il y a un décalage par rapport à, on termine très tôt, nous, fin avril. Donc, puis l'étudiant reprend en septembre. Donc, à ce moment-là, il peut facilement faire un stage. Et ça semble court, mais quand même, il y a souvent, et aussi l'élément intéressant pour avoir comme je dirais, un transfert, je dis ça entre guillemets, de savoir, c'est que l'intérêt, c'est souvent d'en avoir plusieurs. Au lieu d'avoir un stagiaire, on en prend 2 ou 3 qui sont là ensemble avec leur savoir spécifique, qui vont travailler comme une cellule, si on veut, au sein de l'agence, pas dans l'idée d'être séparés, mais donc d'accueillir ce savoir et d'échange. Alors, je trouve cette situation-là extrêmement stimulante, là, autant pour la cellule, si on veut, qui arrive d'ailleurs, que pour les gens au sein de l'agence. Alors, il y a comme une dynamique là, qui permet de faire des projets. Donc, tout d'un coup, on arrive une mini-équipe qui surgit, qui travaille. Alors, c'est très intéressant. Et plusieurs, une fois qu'ils ont fait ça, reviennent, terminent leur scolarité. C'est pas rare qu'il y en a qui reviennent pour faire 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'ils ont aimé la dynamique, pas nécessairement dans un but de s'y installer, mais de poursuivre. Et j'en parlerai demain, on a créé un laboratoire où beaucoup de ces étudiants, même pendant 5-6 mois, ont contribué énormément au laboratoire là, pendant cette période-là. Donc, il y a des décalages temporels comme ça qui permettent de créer, je dirais, de véritables stages et où les étudiants sont quand même rémunérés. Ils n'ont pas besoin de recevoir de bourse. À ce moment-là, nous, soit l'agence les rémunère ou le laboratoire les rémunère. Donc, à ce moment-là, il y a un échange qui est extrêmement stimulant, comme je le disais. Dans les années 75-80,
dans le milieu de l'enseignement, il y avait des échanges poste à poste entre enseignants français et québécois. Moi, personnellement, je l'ai fait. J'ai enseigné pendant un an à Roberval, au Lac-Saint-Jean, et pendant qu'une enseignante de Roberval occupait mon poste dans un collège à Amiens. On pourrait imaginer des dispositifs comparables pour les architectes. Merci. Juste, moi, pour revenir un peu sur les contrats CIFRE aussi, parce que je pense que c'est aussi un des gros sujets qui peut permettre dans les agences de promouvoir et de porter la recherche. Mais ça, je m'adresse plutôt à toi, hein, Christophe. En fait, nous, on en a, je crois, un seul, peut-être deux, aucun dans une structure d'agence. Ils sont plutôt dans des collectivités, un au Pic Saint-Lô, tu t'en souviens, Annabelle, non? Un au Pic Saint-Lô, et puis il y en a un autre, je ne sais pas. Bon, enfin, bon, peu importe. Vous, tu me dis, vous en avez un peu plus, il y en a à l'école de Lyon, et il y a eu un retour, en fait, il y en a qui ont soutenu déjà, ou pas encore, là-dessus, sur leur doctorat? Le premier, d'ailleurs, elle est en poste à La Réunion en ce moment. On a une doctorante qui l'a fait sur, alors, aussi sur la question de projet urbain, qui était dans une société d'équipement, une société mixte. Donc elle a fait son doctorat cofinancé par la société mixte, voilà, ça s'appelle la CERL, qui fait le gros des projets urbains sur Lyon. Lise Vallée. Ensuite, elle forcément en accompagnement, elle enseignait aussi à Lyon, en plus de son travail, etc. Comme les doctorants ont vocation à enseigner. Et puis, elle a été qualifiée CNU et elle a pris un poste à La Réunion. Donc, on a une autre à passer un doctorat. Et là, j'avais fait un tripartite. On avait fait CIFRE, doctorat et HMO, avec le même sujet. Et ça a super bien fonctionné. Puisqu'en fait, le sujet permettait à intéresser. En fait, on avait une agence d'architecture qui recevait cette étudiante. Alors, c'est un peu particulier, c'est parce qu'elle avait été lauréate du Solar Décathlon. Et le programme, c'était de construire le modèle du Solar Décathlon. Donc, on avait mis en place autour d'elle la structure pédagogique et on avait trouvé l'agence cible, etc., pour pouvoir organiser ça. Et ça a aussi très bien fonctionné. Alors après, je dis qu'on en a beaucoup, on n'en a pas tellement. Je sais que notre ami à Paris, Xavier Bonneau, là, responsable du GERFO, me disait que aujourd'hui, c'est vraiment le point qui développe, parce que vu qu'il n'y a pas de bourse pour les doctorants, et voilà, donc c'est un point. Alors, la question qu'on peut se poser sur les chiffres, c'est sur la nécessité, jusqu'où il y a nécessité d'adéquation entre le sujet du doctorant et l'agence. Parce que l'agence, quelque part, elle participe financièrement à l'exercice, puisqu'en fait, elle emploie, elle rémunère pour partie. Ensuite, bon, c'est un peu, il y a le dispositif, la déduction de charges, etc. On est sur 3/5 de mémoire, mais donc du coup, ça peut permettre aussi aux doctorants, même si le sujet n'est pas exactement le même, tu vois, non, il peut avoir moi, on a demandé, bon, j'ai pas pu pour l'instant, l'agence et nous n'a pas forcément la taille critique pour pouvoir le gérer en ce moment, mais on peut avoir un sujet qui, pour partie, va permettre d'être une ressource pour le doctorant, voilà, pour partie seulement, et puis à l'agence, il peut faire un autre travail, enfin travailler sur d'autres sujets. Et puis les 2/5 lui permettent de mener à bien son doctorat. Oui, donc le financeur, c'est la MRT. Hein, c'est essentiellement des conventions scientifiques la plupart du temps. Donc effectivement, l'architecture commence à être un peu repérée, mais il y a assez peu de conventions signées. Mais normalement, quand même, de fait, c'est une convention tripartite avec l'unité de recherche. Hein, et l'activité du doctorant devrait être à 100% sur sa thèse. Hein. C'est quand même le principe de la convention. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Hein. De fait, quand on interroge les doctorants qui sont en CIFRE, ils sont obligés de terminer leur thèse après les 3 ans,
parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas consacré à temps plein leur activité au doctorat, ce qui n'est normalement pas la règle du jeu. Donc ça veut dire vraiment que dans le cas d'un contrat CIFRE, à l'intérieur d'une structure d'agence, il faut vraiment que le sujet soit super bien défini et qu'il colle vraiment. Ça peut être l'unité de recherche, Ouais. qui définit le sujet dont vous parlez. Oui. Parfois, l'agence n'a pas la capacité à définir le sujet de recherche. Ouais. Et là, l'unité de recherche a tout son rôle à jouer, c'est de proposer des sujets aux agences. D'accord. Okay. C'est bien une convention, donc on est bien dans une logique de partenariat. Ça veut dire, enfin pour moi, par expérience, parce que je pense que là, justement, par rapport aux travaux que peuvent faire des étudiants quand ils sont en stage ou quand ils sont en contrat strict, on n'est pas au même niveau, mais les ajustements supposent qu'il y a une définition des objets de travaux qui soit à 3 parties. Très souvent, on ne sait pas très bien qui est en situation de définir. Dans les stages, pas toujours. On est quelquefois sous un régime de quasi-commande. Et en réalité, quand je dis définir l'objet à 3, c'est-à-dire à la fois l'étudiant, mais aussi son encadrement pédagogique, et un correspondant dans l'entreprise ou la société dans laquelle il travaille. Et là, souvent, on n'est pas certain que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sur la même compréhension des choses. Et le gros travail, c'est dans cette discussion préalable. J'ai vécu des expériences avec un master de Grenoble où l'enseignant venait rencontrer l'entreprise, expliquait les objectifs, c'était pour des masters, donc c'était pas encore en thèse, qui définissait les objectifs, on discutait bien sûr avec l'étudiant, et ensuite revenait, et il y avait cet échange permanent. Et ça, c'est une situation un peu idéale, parce que mais ça veut dire qu'il y a une certaine exigence pour tous, pour les 3 parties. Merci. D'autres questions? Donc, juste si je reviens un peu toujours sur les contrats CIFRE, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça veut dire, je profite pour vous interroger, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire que l'unité de recherche, en gros le laboratoire, définit en gros un sujet et cherche localement quel peut être le... En fait, il y a très peu d'unités de recherche qui font ça aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Il y a aussi beaucoup de chercheurs et de directeurs de recherche qui n'ont pas envie de faire cette... Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que disait monsieur précédemment, comme on est dans une convention, il faut co-construire en fait le sujet. Ça intéresse chaque partie, l'étudiant, l'unité de recherche et l'agence. On n'est pas, c'est pas non plus, il ne faut pas boucler son sujet et après la porter tout près à l'agence. Sinon, ça marche rarement. Alors, toujours dans la continuité, est-ce qu'en fait, notre problème, entre guillemets, nous, dans école d'archi, on va dire française, en fait, c'est pas le fait qu'on puisse pas porter le doctorat seul. En gros, aujourd'hui, on est bien d'accord que si on a des doctorants, ils sont d'abord inscrits à l'université, ensuite ils sont deuxièmement inscrits dans notre école, et la personne qui porte le doctorat est un enseignant de l'université, bien sûr avec une HDR, ou un enseignant de chez nous, mais dans ce cas-là, qui est inscrit dans le laboratoire de l'université et qui a une HDR. Est-ce que ce n'est pas aussi ce système-là qui réduit un peu la question des doctorants ou des étudiants qui voudraient s'engager dans un doctorat en se disant, en fait, on parlait ce matin de la recherche par le projet, en supposant ou en imaginant qu'en allant à l'université, ils perdent ce lien avec l'architecture. Je ne sais pas ce que... Christophe, toi, ce que tu en penses? On n'a pas assez d'HDR. Oui, ça remet ça. C'est sûr. Développer le doctorat, on devrait avoir plus d'HDR. On est en retard. Les premiers d'HDR partent à la retraite et sont pas, on n'augmente pas le nombre en fait. On a un processus très long. Alors c'est sûr qu'après, je pense que les écoles d'architecture la structuration des laboratoires est un peu différente selon les écoles, avec le port de porter ou pas le doctorat, comment il est cohabilité. C'est vrai qu'on a peut-être un rôle dans les écoles
d'aller à la fois promouvoir dans les agences et auprès de nos associés universitaires, parce que le problème c'est que le sujet, enfin je sais pas, c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est vrai que le problème, comment faire accepter à un moment donné à un conseil universitaire un sujet qui peut paraître un peu délié de la pratique académique, parce que c'est ce qu'on va trouver souvent dans ces... là, la question de ce doctorat dont je parlais tout à l'heure, bon, voilà, bon, il y avait le côté communication du Solar Décathlon qui a permis mais c'est pas toujours le cas. Après, je pense que nous, on peut aller dans les agences, enfin en tout cas, on le fait par exemple beaucoup, on arrive à le faire un petit avec la coordination Auvergne-Rhône-Alpes. On a une coordination au niveau d'HMO, avec l'ordre et les 4 écoles, où on essaye d'interpeller la profession sur ces différents sujets. Mais là aussi, pour être très clair, je ne sais pas si ce sera communiqué, on a quand même peu de... Quand on organise une réunion ordre, école, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même beaucoup d'architectes. Bon, la salle, on réserve un bureau, quoi. Pour accueillir les 5 ou 6 000 invités. Donc, c'est comment on arrive à... Parce que les besoins, ils sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a forcément des agences qui vont être demandeuses. Alors, on a aussi pas mal de ce que tu disais sur les crédits impôts, où là aussi, il y a des beaux sujets à faire, où on peut coordonner des sujets à l'école avec des agences qui ont cette possibilité-là, enfin, qui ont demandé ça. Mais comment faire arriver à donner l'information et à partager ça avec la profession? Et ça, c'est complexe. Hein. Enfin, je suis d'accord avec toi. Même nous ici, où en fait on a fait quelques réunions sur les contrats CIFRE sur Montpellier. Enfin, Nicolas était là, il y avait quoi, 4 agences, dans le meilleur des cas, 4-5 agences chaque fois. C'est compliqué. Et encore, dans les 4-5 agences, il y avait des enseignants qui ont des structures, donc qui sont eux déjà au courant. Après, vraiment, des agences, on va dire, externes à l'enseignement, il y en avait peut-être 2, dans le meilleur des cas. Donc ça c'est vrai que ces histoires liées au contrat CIFRE, c'est extrêmement compliqué de les mettre en place dans les agences. On aimerait bien, en tous les cas pour ce qui concerne Montpellier, y arriver, parce que c'est un des objectifs qu'on s'était fixés, mais c'est pas forcément évident, quoi. Après, il n'y a pas que les agences. Non, bien sûr, mais après, voilà. Dans la stratégie, en tous les cas, nationale pour l'architecture, il y avait cette dimension qui était à prendre en compte. Des questions? Bien. Bon. Je vous propose de passer à l'autre table ronde et je vois Thomas qui doit présenter, non? Donc, merci, en tous les cas. Merci, messieurs. Merci, Pierre.